Bonjour à tous, si vous avez l'ambition un jour de rejoindre ceux qui sont derrière moi pour participer à 300 millions de critiques, n'oubliez pas ce célèbre proverbe sud-coréen: ne sors pas un sabre pour abattre une fourmi. Ça ne sert strictement à rien. Nous allons évidemment ensemble examiner l'ensemble de l'actualité culturelle de cette semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et voici donc le sommaire qui est riche et diversifié. La France établit chaque année depuis 30 ans un pont culturel à double sens avec un nouveau pays. Échanges et manifestations artistiques jalonnent ces saisons et celle en cours est consacrée à la Corée. L'année France-Corée, c'est jusqu'en août 2016 et c'est aujourd'hui dans 300 millions de critiques. Tikenja Fakoli est une icône en Afrique et dans le monde entier. Regards et écoutes francophones croisés sur le nouvel album de Tikenja, c'est notre deuxième sujet. La comédie française a ouvert son répertoire à un texte surprenant, loin du répertoire classique, comme une pierre qui raconte l'enregistrement du titre culte de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. L'occasion de discuter autour de ce choix peu classique pour un lieu si solennel. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, après ce sommaire, je vous présente ceux qui nous accompagnent évidemment et qui vont vous accompagner pendant toute cette émission de 300 millions de critiques. Vous le savez, qui a lieu chaque semaine sur TV5 Monde à l'Institut du Monde Arabe. Vous découvrez derrière nous cette vision magnifique de Paris où il reste encore de la lumière, car nous sommes encore évidemment au cœur de l'automne. Ma chère Estelle Martin, vous avez une sorte de déguisement qui ressemble fortement à la thématique d'aujourd'hui. Je savais que vous alliez réagir. Non, pas du tout. C'est bien, c'est cintré, c'est doux, c'est kimono et c'est rock. C'est kimono et c'est rock. Pascal Bourgault, ma chère Pascal, bonjour. La sobriété même. Vous pourriez jouer dans Spectre, le nouveau James Bond. Et vous êtes surtout à côté d'Agnès Benaïa. Ma chère Agnès, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir avec toute l'équipe. Vous êtes commissaire général de l'un des sujets sur lesquels nous allons nous attarder pendant l'essentiel de cette émission, qui est l'année France-Corée, donc d'où nous parlons aujourd'hui. Vous êtes encadré par le Cervin, c'est son surnom ici même, puisqu'il s'agit de Michel Serruti de la radio-télévision suisse, Mathieu Dugal qui, lui, représente Radio-Canada. Le premier sujet, effectivement, de notre conversation aujourd'hui s'établit autour de cette année France-Corée. Vous savez que chaque année, la France établit un pont culturel avec un pays avec qui elle a l'intention de célébrer ses relations diplomatiques anciennes. Avec la Corée, tout ça dure depuis maintenant 130 ans. Cette année, France-Corée va donner la possibilité à de nombreux échanges, à de très nombreuses manifestations qui vont avoir lieu évidemment dans le pays, c'est-à-dire ici même en France, et après, évidemment, tout ça se déroulera en Corée avec des manifestations françaises qui auront lieu là-bas. Avant de bavarder de l'importance de cette manifestation, des points forts que nous allons pouvoir visiter, voici le sujet qui vous est proposé. L'exposition, qui tourne évidemment autour de l'artiste, In Suk-son, avait aussi pour but de montrer la place des femmes en Corée et surtout le rôle qu'a joué la broderie et le tissage en général dans ce statut en fait des femmes. À l'époque Choson, qui était une société très fermée où les femmes vivaient recluses dans une sorte d'anchae, qui est une forme de gynécée au sein des maisons dont elles ne pouvaient pas sortir si elles n'étaient pas accompagnées d'un homme, eh bien elles se sont trouvées une activité tout simplement pour occuper leur journée. Elles ont commencé à broder et cette broderie est devenue un art vraiment à part entière. Il y a un certain nombre de compétitions de broderie qui s'est en fait organisées entre les différents villages, entre les différentes villes. Même les femmes de la noblesse se sont mises à broder et c'est devenu un art qui a été reconnu. Donc, quand on rentre dans l'exposition, on est d'abord accueilli par quelques pièces qui datent de l'époque Choson, du 19e siècle, pour montrer l'usage du costume en Corée et pour expliquer comment les femmes étaient vêtues. En général, elles avaient une petite veste courte qu'on appelle un chogori sur une haute jupe qui se portait en fait sous la poitrine, qu'on appelle un chima. Et donc elles avaient, si vous voulez, leur corps qui était quand même assez dissimulé par cet ample vêtement. Et donc nous avons voulu exposer un certain nombre d'objets qui viennent des collections du musée Guimet et qui ont été acquises en 2010. Ensuite, nous nous intéressons à l'œuvre vraiment d'In Suk-son, qui est une artiste contemporaine, qui est vivante, qui a à peu près 70 ans aujourd'hui, et qui est issue d'une grande famille de brodeuses. Et on voit comment elle a retravaillé les costumes d'enfants, retravaillé les costumes traditionnels, les manteaux de mariée que j'ai derrière moi, qui est un hwarot, c'est-à-dire un manteau à fleurs et qui est porté lors des mariages, lors des grandes cérémonies. C'est un des vêtements les plus travaillés, les plus brodés en Corée. Évidemment, nous allons commencer avec vous, Agnès, pour essayer de comprendre exactement ce qu'il est possible de voir et au fond, quelles sont les principales manifestations
qui nous attendent. Alors, les manifestations, il y en a plus de 150 qui se déroulent en France, et il y en aura une bonne centaine en Corée. Donc, depuis le mois de septembre jusqu'à août 2016, la Corée, dans toute sa diversité, dans toutes les disciplines artistiques, vient montrer à la fois ce qui relève de sa tradition et de sa grande modernité, puisqu'on connaît assez mal ce pays. Mais l'objectif d'une année croisée, c'est bien de parcourir un petit peu voilà, tout ce qui fait la richesse d'un pays. C'est-à-dire que vous avez été voir, au fond, puisque tous les artistes coréens ou français, pour voir ceux qui étaient susceptibles, je ne sais pas, Daniel Buren, Bertrand Lavier, d'aller en Corée, les artistes coréens comme ceux qu'on connaît très mal en France, mais qui viennent ici s'installer dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. En fait, les années se préparent un petit peu en amont et donnent lieu à des voyages entre professionnels, entre institutions qui permettent aux structures culturelles en France d'aller voir de la danse contemporaine, du théâtre, des films, et ça, on connaît un peu mieux le cinéma coréen. Absolument. Et ensuite font leur programmation avec un comité coréen également qui nous aide à préparer. C'est un comité mixte. Et qui va nous accueillir après. Absolument. Alors Daniel Buren, vous l'avez cité, mais il est déjà très connu en Corée. Absolument. On n'a pas les mêmes objectifs. Je crois que la Corée en France, c'est quand même une découverte pour le public français. C'est un pays qu'on connaît mal, qu'on situe à peine entre la Chine et le Japon, un peu mieux connu. La France en Corée, ça fait longtemps que les artistes sont invités, qu'il y a des expositions dans tous les domaines. Des fondations, voilà. Donc l'année de la France en Corée, elle a plus un objectif, j'allais dire, évidemment de diplomatie culturelle, mais depuis quelques années, ce qu'on cherche à travers ça, c'est aussi la diplomatie économique. On va aussi montrer, nous, la French Tech, la gastronomie, tout ce qui est autour de l'économie créative, un sujet qu'on partage beaucoup avec les Coréens. Donc, on n'est pas sur les mêmes... tout à fait. Agnès, c'est piloté par qui? Par le Quai d'Orsay? Qu'est-ce qui pilote tout ça? Oui, c'est l'Institut français qui est opérateur des saisons étrangères depuis une trentaine d'années. Ça fait 30 ans que la France accueille des pays. Et également avec le ministère de la Culture pour tout ce qui est l'accueil de la Corée en France. Et les gens qui ont l'appétit et l'envie, justement, en vous écoutant, de se déplacer, il y a un problème de, comment peut-on dire, de visualisation des endroits où ça se passe, en fait. C'est-à-dire, où est-ce que nous devons aller pour retrouver les peintres, retrouver les chorégraphes, retrouver le théâtre, retrouver l'opéra, etc., etc. Dans les théâtres et les musées, alors en France, bon, c'est vrai beaucoup à Paris, mais pas seulement. À Lille, en ce moment, il y a une magnifique exposition sur l'art contemporain coréen dans le cadre de Renaissance, c'est Vite. À Marseille également, à Lyon, mais aussi un petit peu partout en France, notamment dans les festivals de cinéma qui vont programmer à nouveau beaucoup de cinéma coréen. Donc on a essayé quand même de ne pas être concentré que sur Paris, mais Paris reste Paris, avec beaucoup de lieux. En ce moment, moi je conseille d'aller voir une magnifique exposition au Musée des Arts Décoratifs qui est entièrement consacrée au design, à la mode et au graphisme coréen. Donc c'est une bonne entrée en matière pour visiter ce pays et comprendre comment les artistes d'aujourd'hui revisitent leur culture, en fait. Voilà. Estelle, vous qui êtes notre coréenne d'un jour, alors donc, parce que vous avez été au Musée d'Art Décoratif, vous avez été obligée? Oui, exactement, j'y suis allée. Et vous y avez été avec plaisir coréano, et intérêt. Oui, coréano, parce que moi, en tant que Française, c'est vrai que je connaissais surtout le cinéma sud-coréen qui est très présent au Festival de Cannes. Il y a souvent, j'avais rencontré Lee Cham-dong pour Poetry. Souvent, les cinéastes sud-coréens nous parlent de Séoul. Là, ils nous emmenaient dans la campagne sud-coréenne que je ne connaissais absolument pas. Et vous parliez, Agnès, de cette exposition Koreanao, et c'est vrai que c'est une découverte totale. Pour le graphisme, j'ai découvert que la Corée avait mis en place son propre alphabet au XVe siècle, le Hangul, et que les graphistes ont revisité cet alphabet, donc Han Sang-soo, qu'on ne connaît pas forcément en France, même si c'est un immense graphiste. Et alors moi, mon coup de cœur, parce que vous l'avez dit, c'est dans tous les domaines, c'est la danse contemporaine avec Yoo Min-han. C'est incroyable. Elle a une énergie, cette chorégraphe. Elle est plus toute jeune, mais elle est vraiment... C'est la première fois de ma vie qu'on m'a invitée, et pas seulement moi, tout le public. On est allé danser avec les boules à facettes et avec tous les artistes, les danseurs sud-coréens. C'était pour Dancing Grandmother, parce qu'elle demande en fait à des amateurs, elle fait ça depuis quelques années, elle crée des spectacles autour d'amateurs. Alors là, c'était des grands-mères, que des grands-mères sud-coréennes. Donc je me suis retrouvée à danser. C'est facile de danser avec votre tenue? Non, mais alors ça, c'est un peu plutôt japonisant. Mais c'est incroyable. Moi, je ne connaissais pas du tout cette chorégraphe. Et on découvre, en plus, elle a vraiment une approche sociologique avec ses grands-mères
mère qui ont des tabliers très spécifiques, qui cuisinent d'une certaine façon. Et elle s'est inspirée de la vie de ces dames, de ces vieilles dames, pour créer ces spectacles. Donc je trouve que ces années nous permettent de découvrir des pays qu'on connaît mal, et surtout un art. Et moi, ma question, c'est comment on fait? On doit trouver l'équilibre entre tout ce qui est traditionnel et ce qui est contemporain à chaque fois. À chaque fois, tout dépend de la volonté aussi du pays, de ce qu'il a envie de montrer. Je crois que la Corée, c'est vraiment un pays d'Asie. On dit souvent l'Asie entre tradition et modernité, c'est quelque chose qui revient. Mais la Corée, c'est réellement ça. C'est-à-dire que dans toutes les disciplines, il y a une réinterprétation de la culture. C'est un peuple très attaché à son identité culturelle. En effet, vous l'avez dit, le Hangul a été créé au XVe siècle justement pour s'affranchir des lettrés chinois. D'ailleurs, il est célébré chaque année. Il y a une fête nationale du Hangul. Donc, il y a une culture profonde et qui a résisté à la Chine d'un côté, au Japon. La Corée a été occupée par le Japon pendant très longtemps. Et je crois que dans l'équilibre, en fait, il est à la fois de faire découvrir quelque chose de très différent dans les rituels. Alors, il y a quelques années, on a eu la chance de venir écouter le pansori, par exemple, ou du rituel chamanique qui a été montré. Donc, ils sont vraiment des chefs-d'œuvre, parfois classés patrimoine vivant, Han Sung-sok ou la chamane au patrimoine, mais d'aller jusqu'à ce qu'est Séoul, les artistes aujourd'hui qui font Séoul. Question à nos camarades justement francophones, est-ce que ce type de manifestation, ces échanges, ça existe par exemple avec vous? C'est davantage les villes qui s'occupent de ces échanges-là au Canada. On n'a qu'à penser, par exemple, à Québec et Bordeaux. Une des villes avec lesquelles Bordeaux développe le plus de liens actuellement, c'est avec la ville de Québec. Montréal, c'est Shanghai. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans la manière dont on voit la Corée se projeter culturellement dans le monde, c'est que c'est une leçon pour des petits pays, parce que c'est quand même pas si grand. Hein? La Corée, c'est quoi, 50 millions à peu près, ouais. d'habitants? Nous, au Canada, c'est un petit peu plus de 30 millions. Et c'est de voir que le soft power de ce pays-là, il est incroyable. Seulement, au Québec, par exemple, dans la dernière année, on a vu au Concours international de musique de Montréal un ténor coréen remporter cette année la palme. Dans le cinéma, un des gros festivals de cinéma à Montréal, c'est Fantasia. Un des films qui était à surveiller cette année, d'ailleurs, qui a recueilli beaucoup d'éloges à Fantasia, c'est un film coréen qui s'appelait Office. La Corée est très présente dans le cinéma de genre aussi, en cinéma d'horreur coréen, est très, très fort. Et donc, c'est de voir comment ce pays-là, en très peu d'années, en à peine 30 ans, on est passé d'absolument presque zéro en termes de présence culturelle dans le monde à, par exemple, dans les concours internationaux. En Belgique, le concours Reine-Élisabeth, en 2011, a été remporté par une Coréenne. 20 ans auparavant, il n'y avait même pas de Coréens qui étaient parmi les finalistes. Et cette année-là, il y en avait eu 22. Je parlais avec Thierry Laureau, un documentariste belge qui s'est intéressé particulièrement à ça. Il appelait ça le mystère culturel. Le mystère culturel c'est l'intensité des coréen. Échanges. Non, mais c'est parce qu'il y a une machine de guerre culturelle. Il ne faut pas oublier que la Corée a investi massivement, par exemple, en musique classique. Et là, actuellement, on en a les fruits. Oui, ça porte ses fruits. Il y a aussi- Ça porte ses fruits, oui. Il y a aussi une raison économique. Vous savez que la Corée, c'est la 13e puissance économique mondiale. C'est-à-dire c'est une économie qui est comparable à l'Espagne ou la Grèce aujourd'hui. Donc c'est ça la force. Ouais. Moi, je me suis Et posé des la groupes question. considérables. Voilà, et je me suis posé la Groupe question, je me suis privé dit, comment ça se considérable. fait qu'il y a tant de choses, tant de plasticiens, tant de stylistes, c'est incroyable. Quand on voit votre programme, c'est époustouflant. Eh bien, la raison, c'est que, première raison, il y a une force économique derrière. C'est premier leader mondial en écran tactile. Voilà, Premier équipementier électronique. Voilà, Ouais. 5e construction mondiale d'automobiles. C'est extraordinaire. Et c'est un paradis pour les investisseurs étrangers, notamment européens et notamment français. Puisque tous les Pascal, groupes est-ce que de vous avez luxe- le même type d'échange en Belgique? Alors en Belgique, il y a Europalia chaque année. Donc chaque année, on invite un pays et c'est un petit peu semblable. C'est-à-dire que dans tous les arts, on a des expos, des spectacles, des festivals de cinéma. Cette Et année, après, les créateurs belges partent. un peu moins. C'est surtout Accueil. Oui, c'est surtout accueil. Et alors il y a un petit peu moins la diplomatie économique, puisque chez nous c'est plutôt branché Europe. C'est-à-dire c'est plutôt une vitrine pour le pays invité.
dans la capitale de l'Europe, qui est la Belgique. C'est-à-dire que c'est un peu moins belgo l'autre pays. Et cette année, c'est la Turquie. Voilà. Michel, est-ce que ça existe en Suisse? Non, Je sais bien pas- que la question est un peu rémanente, toujours la même, mais c'est vrai que ça nous permet... non, mais en plus, effectivement, alors, je peux vous expliquer quelque chose qui fonctionne très différemment, qui est aussi dû à une réalité culturelle ou politique du pays. La Suisse étant divisée en 3 cultures majeures, germanophone, francophone, italophone, c'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse faire un échange de ce type-là, parce que les cultures ne vont pas forcément être intéressées ou intéressantes de la même manière selon la région. Et puis, formellement, la France étant, ou plutôt politiquement, historiquement, la France étant une république, donc on peut décider, on va dire Paris décide et le pays suit. En Suisse, ça n'a jamais fonctionné comme ça. On est une confédération. La culture se fait, comme Mathieu le disait au Canada, se fait principalement dans les cantons, dans les villes. Pour vous donner un exemple, le budget du canton de Zurich ou du canton de Genève, il est un petit peu inférieur culturel à l'année et de 300 millions d'euros à peu près à Zurich, 200 et quelques millions d'euros à Genève. Le budget national suisse, l'Office fédéral de la culture, il est 200 millions d'euros. Donc il est plus faible que dans certains cantons. On voit bien que la culture se fait par région. Et donc ce sont les régions qui nouent, on va dire, des relations avec des artistes, avec d'autres villes, avec d'autres régions dans le cadre de festivals qui invitent ou qui envoient des artistes. Et puis c'est vrai qu'à l'échelle nationale, on a les fameux centres culturels suisses, dont celui de Paris qui fête ses 30 ans cette année, voilà, qui établissent des ponts, des liens. Il y en a en Italie, il y en a à New York. Il y a l'Office fédéral qui est représenté dans certains pays aussi, mais ça se fait beaucoup plus de façon, on va dire, ciblée et bilatérale, mais sur la longueur, pas sur une année, par exemple, que ce qui peut se faire en France. Et puis, encore une chose aussi, c'est vrai que la France, c'est complètement logique, parce qu'en France, vous parliez d'économie, la France, aujourd'hui, la culture, ce n'est plus simplement la culture, c'est aussi un vecteur vraiment économique, parce que quand on parle de gastronomie, quand on parle de musée, quand on parle de patrimoine, voilà, donc on veut aussi, entre guillemets, et il n'y a rien de moche à cela, on va aussi vendre cela, j'imagine, parce que c'est une ressource à la fois culturelle et économique, ce qui fait sens. Agnès, En Suisse, c'est dernière moins le question, cas. vous qui êtes à l'origine justement, qui travaillez sur ce sujet, quel est le moment fort de ce que nous allons justement l'année prochaine exporter là-bas? Alors, on aura un moment fort au moment d'ouverture en mars, mais justement qui va allier plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'on va avoir en ouverture culturelle une création que va faire José Montalvo avec la Compagnie nationale de Corée. On aura la tenue d'un grand forum économique. On aura un grand festival de gastronomie. Donc ça va bien dans le sens de ce que disait Michel. Et on a surtout aussi travaillé, ce qui est important dans cette année croisée France-Corée, c'est qu'on a voulu que les échanges soient pérennes et donc essayer dans les deux pays de garder en fait une relation. Quand je dis José Montalvo, Chaillot a accueilli le spectacle d'ouverture, le Rituel Royal. Donc José Montalvo va créer là-bas le musée des arts décoratifs, le directeur Olivier Gabé, commissaire d'une exposition qu'on montrera au Théâtre National qui est le luxe à la française. Donc on est vraiment dans une logique de coopération pour que, au-delà de l'année, au-delà de l'événement, les échanges continuent de se faire et se créent. Voilà, c'est la diplomatie contemporaine, en fait, dans tous ses aspects. C'est-à-dire c'est le soft power absolu. Merci mille fois, ma chère Agnès, d'être venue nous voir sur le plateau de 300 millions de critiques. Nous allons changer totalement de domaine dans un instant, parce qu'on va parler de reggae, mais je voudrais qu'on consulte évidemment l'interactivité, car vous avez la possibilité de travailler, de vous passionner pour ces sujets avec nous, pour se clore ce premier débat. Nous avons un tweet, par exemple, du Palais des Festivals de Cannes qui annonce que la compagnie de danse de Corée ouvrira le Festival de danse de Cannes dans le sud de la France le 21 novembre prochain, donc à 21h. Et puis vous nous suivez sur le compte Twitter de l'émission, bien évidemment. Vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Agnès d'être venue nous voir, ça nous a fait extrêmement plaisir. Dans un instant, c'est Lise Lauretiac qui va nous rejoindre parce que nous allons parler de reggae à l'occasion de la sortie donc d'un album de Tikenja Fakoli que vous connaissez. Un peu de musique donc que nous allons écouter et retrouver Lise Laure qui va nous retrouver pour parler de ce musicien magnifique dans 300 millions de critiques. Each and every time. Get up, stand up. Stand up for your right. And people, get up, stand up. Don't give up the fight. Don't you fuss, don't fight. Preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. The story has never been told. So now you see the light. You stand up for your right. Tell them chicken. Get
Everybody stand up and unite. Get up, stand up. And don't give up the fight like I would tell you. Ain't no fuss and ain't no fight. Get up, stand up. Stand up for your right. And you know hear me. Get up, stand up. Just for talking to you. Don't give up the fight. Come on and do it. Voilà, nous parlons maintenant de Tikenja Fakoly. Le voici, l'album qui s'appelle Racine, qui regroupe une partie donc des standards du reggae. Ma chère Lise Laure, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde à l'Institut du Monde Arabe. Est-il bon cet album? Oui, moi Soyons clairs. j'ai beaucoup aimé cet album parce que c'est un retour, comme il dit, au reggae roots. Dites la vérité. Je dis que la vérité. Toute la vérité. Hein? Donc c'est un retour au reggae roots, ce reggae roots qui est un peu en perte de vitesse en Jamaïque parce qu'aujourd'hui les jeunes s'intéressent au dancehall et en Afrique, comme il dit Tikenja Fakoly, on a besoin nous de ce reggae pour s'exprimer, pour comme il dit conscientiser la jeunesse qu'il appelle la génération consciente. Et il y a toute une reprise, il y a Get Up Stand Up, il dit ça s'adresse au peuple burkinabé avec les événements qui se sont passés. Il y a Brigadier Sabari qui est une reprise d'Alpha Blondy et qui, surtout, qui est très importante parce que ça symbolise la réconciliation entre Tikenja et Alpha Blondy qui s'étaient brouillés. Donc réconciliation qui C'est assez facile de se brouiller avec Alpha Blondy. C'est un truc que j'adore, mais qui a un caractère... qui a un caractère fort. Voilà. Mais ils se sont réconcliés parce que, comme disait... Tikenja aussi. Hein. Oui. Il a un caractère bien trompé. Mais Alpha Blondy avait quand même traité Tikenja de Mister Grande Gueule. Voilà. Pour dire les rapports entre les deux hommes, un peu compliqués quand même. Mais ils se sont réconciliés, ils ont voulu le faire savoir. Et c'est surtout que pour Tikenja, il dit j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Alpha parce que nous sommes quand même des leaders d'opinion en Côte d'Ivoire. Et c'est bien que pour montrer l'exemple de la réconciliation, la Côte d'Ivoire, c'est l'année électorale, c'était bien nous de montrer l'exemple. Voilà. Mon cher Mathieu. En fait, ce qui est intéressant, il l'a dit d'ailleurs quand il a lancé cet album, il dit Bob Marley a toujours dit qu'il fallait que la musique retrouve sa source première et la source première de sa musique à lui, ben, c'était l'Afrique. Alors pour lui, il dit je boucle une boucle de cette manière-là. Et c'est intéressant aussi de voir comment, d'un point de vue canadien, ce gars-là incarne quand même une certaine idée de la modernité musicale africaine, parce que c'est une vedette, il ne faut pas l'oublier au Canada. Il était de passage à l'Olympia l'année passée. C'était bondé, c'était un spectacle qui a été extrêmement goûté. Et c'est quelqu'un aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un aspect paradoxal, parce qu'on dit, bon, il s'est fait traiter comment, un Mister Grande Gueule. C'est amical presque. Vous savez, il devait venir au Canada en 2012. On a eu notre printemps aussi. On l'a appelé le printemps érable. Et il devait venir jouer. Et on lui a demandé de se prononcer sur tout ce débat-là, les doléances des étudiants, mais aussi d'un mouvement social plus large qui s'en prenait à des politiques d'austérité. Il a été extrêmement diplomate. Hein. Il a dit, bon, écoutez, moi, j'ai passé toute ma carrière à m'en prendre aux Occidentaux qui viennent donner leur opinion sur ce que devrait être l'Afrique. Alors, je ne vais pas faire la même chose au Canada en vous disant qu'est-ce que vous devriez faire dans vos politiques. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a un aspect de ce gars-là qui est quand même diplomate. Et à chaque fois qu'il passe à Montréal, à chaque fois qu'il passe au Québec, comme on dit chez nous, on se garoche pour aller le voir. Ouais. Ce qui veut dire? Ben, ça veut dire qu'on y va en grand nombre. Moi, la question que je me pose, alors, c'est très bien. Tikenja Fakoly, en Suisse, il est connu comme partout. La Suisse qui a été une terre d'accueil dans les années 80, en tout cas pour la World déjà, et puis qui continue à l'être aujourd'hui. Il était à Montreux l'année passée, en 2014. Tikenja Fakoly, enfin voilà, les gens se déplacent, il est extrêmement connu. La question que je me pose, moi, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il utilise le bon moyen pour sensibiliser les jeunes et pour revendiquer ce qu'il a revendiqué? Est-ce que le reggae est véritablement écouté en Afrique par les jeunes aujourd'hui? Alors c'est clair qu'Alpha Blondy a défriché du terrain, ça a été une star incroyable et en Afrique et en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Je ne sais pas. Là, dans son album, il met un petit peu aussi d'instruments africains. En plus, à la fin, il y a du ngoni et autres. Oui, il en avait quand même beaucoup. Mais je sais pas. Et je trouve que c'est pas un prétexte. C'est ça qui est intéressant. On l'avait dit avec Angélique Kidjo. Là, quand il intitule cet album Racine, il porte d'ailleurs sur la couverture, on voit bien qu'il porte une tenue un peu africaine. Mais je trouve que ce n'est pas un prétexte. Il y a des instruments africains, vous l'avez dit. Non, c'est pas un prétexte. C'est pas ça que je dis. Mais je sais pas. Mais moi, j'étais ravie parce que parfois, on pourrait se dire, il peut y avoir de la récupération
génération, mais ça je fais n'a du pas ça. reggae à l'africaine. Et je trouve que ça fonctionne très bien dans cet album. À part ça, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut quand même savoir que le reggae, Qu'est-ce- je veux dire, non, mais il y a des Lise, racines est-ce que, africaines. effectivement, aujourd'hui, le reggae est écouté en Afrique, ou est-ce que l'Afrique, comme finalement la plupart des pays du monde, est envahie par la musique de danse, pour simplifier? Mais c'est vrai qu'on est envahi Parce que le par reggae, les- c'est à la fois une musique qui permet de danser, mais c'est autre chose. beaucoup Mais plus c'est vrai profond. qu'on est envahi par les musiques urbaines, mais ce reggae-là, ce reggae roots, comme il dit, permet de conscientiser la jeunesse. Et aussi, il faut savoir que Tiken Jah Fakoly parle plusieurs langues. Et il sait toucher. Il s'est installé à Bamako. À Bamako, il touche les gens. Quand il prend, par exemple, tout à l'heure, Mathieu disait de lui qu'il est diplomate, je trouve qu'il n'est pas très diplomate parce qu'il a quand même eu... Ça dépend où. Ça dépend où. Quand il est au Sénégal, il a quand même osé dire au président Ouad, quitte le pouvoir. Quand qui est le il cas, est allé, quand il est allé l'année dernière, en début d'année, en République démocratique du Congo, il a dit à Laurent Désiré Kabila, il ne faut pas se représenter pour une énième fois. C'est bon, comme ça lui a valu. En juin, on lui a refusé le visa alors qu'il allait à un festival. Donc moi, je me dis, ce reggae marche. Quand on regarde la dernière évolution, d'ailleurs, au Burkina Faso, c'est un chanteur de reggae qui s'appelle Samska Leja qui portait la contestation. Donc ce reggae, les gens, ils sont écoutés parce qu'ils portent Donc la c'est des voix des doubles jeunes. racines, c'est à la fois quelque chose qui est lié à la musique, à son origine, et en même temps à une contestation politique. Et puis il assume aussi ce côté très engagé. On se rappelle avec Stop Ebola, il a dit non, nous on est des artistes africains, on va prendre ce problème nous-mêmes et on ne va pas attendre que Bob Geldof ou que les Occidentaux s'en emparent. Il a fait un album totalement, comme on dit, caritatif pour récolter des fonds. C'est vrai que Tiken Jah Fakoly, il revendique ça, le fait que l'Afrique, que les Africains prennent leurs problèmes et les défendent et n'attendent pas que les Occidentaux prennent le relais. Et il a été, c'est vrai, pas très diplomate sur le coup, mais il n'avait pas tort, il avait raison. Je suis heureux d'entendre qu'effectivement, moi je suis heureux d'entendre, parce qu'effectivement ici en Europe, c'est une star, en Suisse ou ailleurs, mais je suis heureux d'entendre qu'il touche aussi un public qui est large en Afrique, et pas seulement, on va dire, un public de sa génération peut-être, ou des Blancs expatriés. Depuis quelques années, il a dit, ça. dans un premier temps, je m'étais adressé au pouvoir politique, ensuite je me suis penché sur les relations nord-sud. Aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes parce que je sais que les jeunes, par le biais de l'éducation, ils pourront comprendre. On pourra ne plus les avoir en leur donnant 1000 francs en disant allez voter pour tel, allez voter pour tel. Par l'éducation, je suis sûr qu'ils pourront s'en sortir. Pour terminer ce débat, un tour sur le compte Instagram de Rock Tamboul pour découvrir l'ambiance d'un concert de Tiken Jah Fakoly. Et puis vous nous suivez bien évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques. Vous retrouvez les infos sur le site internet qui s'affiche au bas de l'écran. Merci Lise-Laure, merci Pascal. Voilà, avant d'aborder le dernier sujet qui sera consacré à la comédie française et Bob Dylan, voici comme toutes les semaines dans 300 millions de critiques, le zapping culturel, le Zap Culture, qui a été réalisé par Aurore Marty. Vous êtes prêts à lever l'ancre, alors allez-y, sans bouée. C'est le rituel, 12h45, en bas des marches du restaurant Drouan. Didier Decoing fait son annonce. Le prix Goncourt 2015 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix au roman de Mathias Hénard, Boussole. Le jury du Renaudot couronne Delphine de Vigan qui raconte l'après-succès. Un roman fascinant entre polar et autobiographie. Il n'était pas question d'entrer dans l'intimité de notre famille. La famille serait fictive et c'était très bien qu'elle soit fictive. Je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir. Le moment est arrivé. Des zombies affamés nous attendaient de pied ferme au centre-ville de Montréal. Stop! Les mains en l'air! Ce qui manque le plus à la bande dessinée, en fait, c'est le son. On pense que l'image aussi peut apporter de l'émotion, de la beauté, mais c'est complexe. Mais en fait, l'idée des projections, c'est vraiment de créer un univers, comme un écrin, une belle boîte magnifique. Des simples caisses de bois au sarcophage beaucoup plus travaillé qui renferment les fameuses momies. On y découvre aussi ces cercueils en terre cuite, plus rares, destinés aux moins favorisés, et les objets enterrés avec le défunt. Dès qu'elle est décapitée, on a cette nostalgie et on la considère comme un martyr. Ici, il y a les initiales de Marie-Antoinette en bronze doré, une pièce unique. Ces appliques spectaculaires qui viennent de sa salle de bain à Versailles, ou cette petite corbeille qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts.
Après l'effort, le réconfort. Mieux, le bonheur, voire l'extase. 1 minute avec Daniel Craig valait bien ses heures d'attente. C'était la semaine dernière au Canada. La superstar Shania Twain invitait sur scène Bastian Becker devant plus de 10 000 spectateurs. Un joli coup pour le musicien suisse dont la carrière à l'étranger connaît des fortunes diverses. Comment tout cela a commencé? Eh bien, c'est très simple. En hommage au jazz et ses big bands, voici le 36e album d'Eddie. Il faut vivre vite. À la mort bientôt. Il y chante son admiration pour Frank Sinatra et bien d'autres. Recycler du recyclé, ici les fameux sacres deviennent à leur tour bâches de camions. Parodie de leur démarche poussée à l'absurde. Pour cette exposition, les frères Freitag se sont associés aux artistes saint-gallois les Ricklin. À Zurich, le mur du soleil invite le mur de la lune au dialogue et c'est une première. Ces esquisses commandées à Miro pour le siège de l'UNESCO à Paris sont exposées pour la première fois en face l'une de l'autre. Autre regard, celui d'une femme qui présente des totems, des femmes voilées entièrement. Je les ai photographiés sur du fond blanc pour montrer un peu la beauté des lignes, la beauté de ce qu'elles portent. Surtout ne sombre pas dans la haine. Reste positif, continue le combat. Je cours vite dans le sens où je cours pour aller rencontrer mon rêve. Voilà pour le zapping culturel donc de 300 millions de critiques. Bonjour mon cher Yves. Bonjour ma chère Jeanne. L'album, le vôtre, le voici. Nous allons en parler dans un instant. Vous êtes les deux seuls de l'équipe de 300 millions de critiques ou presque à avoir découvert un spectacle totalement inattendu à la Comédie Française dans son nouveau fonctionnement avec son nouveau patron qui s'appelle Éric Ruff, qui est un spectacle qui est à partir de l'enregistrement le 16 juin 1965 d'une célèbre chanson de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, qui marquait et qui a marqué, vous le savez, une nouvelle page de l'histoire du rock'n'roll et de la folk. C'est ce moment historique, et pas seulement d'ailleurs, qui est à l'origine de ce spectacle que la Comédie Française a choisi donc de mettre en scène, non pas dans la grande salle, mais dans une salle plus petite. Le titre exact, c'est Comme une pierre qui, et nous avons l'honnêteté de dire, en tout cas me concernant, que je ne l'ai pas vu. Alors, quid de ce mélange entre la culture et le rock'n'roll? Comment s'est déroulé ce spectacle qui a été vu par Jeanne et par Yves? Nous allons en débattre juste après ces quelques images qui ont été tournées par nos confrères et amis d'Arte. À 2 pas de la maison mère, à l'abri de la pyramide du Louvre, le studio-théâtre de la Comédie Française promet l'aventure, un peu tout ce que le théâtre permet. Et cette fois, c'est le rock qui entre au répertoire avec une drôle de forme, fragile, généreuse, mais tellement réjouissante. C'est comme une pierre qui roule. Bob Dylan en séance d'enregistrement, et pas n'importe laquelle, l'enregistrement de Like a Rolling Stone le 16 juin 1965, tel que rapporté par Greil Marcus dans son livre sur Dylan. Like a Rolling Stone, en gros c'est une montée, une descente. Hein. Donc do, ré, mi, fa, sol. Une chanson mythique et pourtant rien n'était gagné, à chaque moment on frise l'accident. Et ensuite, il y a une transition qui reste à définir, et puis le refrain, c'est tout con, c'est un 4-5, c'est genre la bamba, quoi. Et c'est justement ce processus de création qui a intéressé les 2 metteurs en scène, Marie Raymond et Sébastien Poudreau. Ce qui m'intéresse forcément, c'est l'endroit de fêlure. Pour Dylan, Like a Rolling Stone, ça arrive à une période clé où il ne peut plus écrire, enfin une période clé pour lui, quoi. Et du coup, c'est comment... Le fait, par exemple, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée quand j'ai découvert ça, le fait qu'il n'arrivait pas à parler directement aux musiciens, que tout était compliqué. Dylan, c'est bien sûr Dylan, mais il y a quand même une entrée qui est un peu ces gens qui ont du mal à communiquer aux autres ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quoi. Un enregistrement mis en scène où s'intercalent des extraits d'interviews de Bob Dylan, par exemple, à la manière des notes de bas de page, en quelque sorte. Monsieur Dylan, pourquoi vous chantez? Parce que j'ai envie de chanter. Parce qu'il a envie de chanter. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à exprimer quand vous chantez? Non. Le spectacle est comme la chanson de Dylan, poétique et miraculeux. Sans trop en faire, chaque comédien s'amuse de l'exercice, tous y sont justes et joyeux.
Comme une pierre, adaptation par la Comédie Française de l'enregistrement le 16 juin 1965 de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Ma chère Jeanne, vous l'avez vu. Oui. Que voit-on? J'ai cette chance. Oui. Ben, en fait, c'est un huis clos, je dirais. Qui retrace l'enregistrement d'une chanson. Enfin, a priori, c'est l'argument scénographique et dramaturgique, il est quand même hyper petit. Mais enfin, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de Dylan, mais je connais un petit peu l'univers du studio, puisque je suis musicienne et j'ai fait des albums. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très crédible dans l'évolution que peut prendre un morceau, parce qu'il s'agit d'un seul morceau, Like a Rolling Stone, qui est enregistré en live avec des vrais acteurs qui sont aussi musiciens, enfin qui est enregistré, non, mais qui est joué en live, et on voit plusieurs versions, enfin c'est vraiment passionnant. Donc il y a un acteur qui joue l'ingénieur du son, le guitariste, le batteur, Dylan, tout ça se retrouve dans Il me semble que l'ingénieur du son, c'est simplement une voix, enfin on ne le voit pas vraiment, mais tous les... Il est derrière vous, hein, il est derrière le public, il est en régie en fait, et c'est super, enfin, on a vraiment l'impression d'être des petites souris en studio, et c'est vraiment passionnant. Et moi j'étais en plus très bluffée du fait que la metteur en scène, donc Marie Raymond, a réussi à dégoter des comédiens, donc des super comédiens qui soient aussi bons musiciens. Enfin, c'est vraiment étonnant, quoi. Est-ce que ça vous a appris quelque chose, justement, parce qu'on va en parler avec Yves, notre historien maison, sur le, comment peut-on dire, sur l'impact, parce que c'est toujours fragile un enregistrement. Et le jour de cet enregistrement, est-ce qu'on a la conscience de l'impact de ce que va devenir cette chanson, quand on voit le spectacle? J'ai l'impression, enfin, la façon dont c'est monté, ils jouent d'une manière très spontanée, très fraîche, quoi. En plus, ils sont hyper jeunes à l'époque. Enfin, je sais pas quel âge avait Dylan, mais en tout cas, le comédien, il a entre 25 et 30 ans, quoi. Ça, je crois qu'il est 25. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une espèce de naïveté. Je pense que non, aucun d'entre eux n'était conscient de l'impact de cette chanson, et c'est pour ça que c'est beau, d'ailleurs, à mon avis. Yves, est-ce qu'on peut justement mettre les pieds dans l'histoire du rock'n'roll et de la folk à propos de cette chanson? Est-ce que c'était un tournant, ou est-ce que le tournant avait déjà été pris avant? Alors, les tournants, il y en a eu beaucoup, mais celui-là est fondamental. De Francis Cabrel à Bruce Springsteen, tout le monde a eu sa vie changée par Like a Rolling Stone, parce que c'était le moment où Dylan devenait véritablement électrique, où il devenait véritablement numéro 1, et où il passait pour le grand public, pour l'Amérique, pour le monde entier, du folk singer protestataire à la star de rock qui rivalisait avec les Beatles et les Rolling Stones. Alors, cet enregistrement, il est magique. Il va d'ailleurs être chroniqué dans un coffret qui sort maintenant de Dylan, qui s'appelle The Cutting Edge, qui est consacré à sa trilogie majeure 1965-1966, et notamment avec un CD entier qui est consacré à l'enregistrement de cette unique chanson Like a Rolling Stone. Alors le spectacle, lui, il est adapté du livre de Greil Marcus, Like a Rolling Stone, qui lui-même est très inspiré des mémoires de Al Cooper, l'organiste, guitariste, compositeur et leader de Blood, Sweat and Tears, absolument remarquable, qui jouait de l'orgue pour la première fois de sa vie. C'est-à-dire, il était venu... il était venu pour jouer de la guitare. Il était venu pour jouer de la guitare, puis quand il a vu que Mike Bloomfield était là, il s'est dit, c'est pas la peine que je joue de la guitare. Et donc, il y avait un seul instrument derrière lequel il n'y avait personne, c'était l'orgue. Il s'installe à l'orgue, il n'avait jamais joué de sa vie. Et il dit, heureusement qu'il était allumé et branché, parce que je n'aurais pas su comment on faisait. Et il va jouer quasi dès la première prise, la partie d'orgue la plus célèbre de l'histoire de la musique. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on voit bien combien Dylan fascine absolument tout le monde. Et pour tous ceux qui se disaient « Mais qu'est-ce que vous faites à écouter de la musique fort, avec des cheveux longs, en fumant de l'herbe qui fait rire, etc. » On peut vous répondre. Qu'est-ce qu'on faisait? On créait la culture de notre génération, mesdames, messieurs. Voilà ce qu'on faisait, pendant que vous vous moquiez de nous et que vous cherchiez à nous exclure de la société. Et nous étions donc en juin 1965 et maintenant nous sommes en 2014. Et tout ça appartient... C'est du vécu, ça. Il y a du vécu là derrière. Oui, parce que maintenant il est devenu directeur maintenant. Question, Jeanne. Est-ce que, puisque c'est évidemment la question qu'on va poser à tout le monde, mais on va commencer avec vous. Est-ce que vous vous sentez porté ou finalement enfermé par, comment peut-on dire, par ces monstres de l'histoire de la musique qui sont ceux qui ont tout recréé dans les années 60? Pour vous, c'est quoi? C'est un handicap ou un avantage ou un tremplin ou... Je dirais
En fait, porter et enfermer, les deux en fait. Les deux, parce que c'est à la fois, on peut se dire, à quoi bon faire de la musique après des monstres sacrés comme ça, et puis en même temps, c'est hyper stimulant, quoi, d'arriver après des gens qui ont eu cette impulsion, cette créativité. Donc, vraiment les deux. Et qui tourne encore, parce que Dylan était à Paris, là il était au Royal Albert Hall à Londres, il fait son Never Ending Tour, toujours un peu autiste, toujours un peu poétique. Avec Ce qui est fascinant aussi là-dedans, c'est de voir que c'est maintenant entré à la Comédie Française, parce que, bon, si je ne m'abuse, c'est pas le théâtre le plus rock, c'est pas la scène la plus rock au monde, mais c'est de voir, en fait, 50 ans plus tard, comment cette culture-là, justement, les autres sphères culturelles... Elle est devenue une culture classique. C'est ça, mais les autres sphères culturelles qui ont ignoré ça pendant longtemps n'ont pas le choix aujourd'hui de faire entrer ça dans leur corpus. Et ça, c'est quand même fort. Il faut le souligner. Il faut rappeler que le français, c'est quand même l'institution qui joue les grands textes. Racine, Corneille, Molière. Alors, il y a une ouverture. Feydeau aussi, évidemment. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'on assiste à un tournant. Vous disiez que c'est vrai que Like a Rolling Stone, c'est un tournant musical. Mais en ce moment, la Comédie Française, on appelle ça le français. Pour vous dire, avec le français avec un F majuscule, eh bien, il y a un tournant qui se fait avec cette pièce, comme une pierre, parce que, vous l'avez dit, ce sont de jeunes sociétaires de la Comédie Française qui sont emparés du texte, qui jouent de la musique. On le voit aussi avec 20 milieux sous les mers. Alors, c'est peut-être moins rock, mais c'est la première fois que le texte est adapté, donc 20 milieux sous les mers de Jules Verne, première fois que le français s'en empare. C'est Christian Hegg, qui est belge, qui est sociétaire du français, qui l'a mis en scène, et c'est la première fois qu'il met en scène aussi des marionnettes. Incroyable, et il a réussi à amener des marionnettes. Ça aussi, on n'avait jamais vu des marionnettes. Donc on sent bien que le français s'adapte à toutes les cultures rock, mais aussi des nouvelles formes de jouer du théâtre. Mais ça va presque encore. Michel Serruti. Ce que je trouve passionnant dans ce projet, je regrette de ne pas l'avoir vu, mais c'était complet et j'ai pas eu droit à un passe-droit. C'était la petite salle, parce qu'en même temps... c'est le studio-théâtre, la salle. Le studio-théâtre, c'est vrai que c'est petit. Parce qu'on est passé à l'intérieur de la Comédie Française de la gestion Muriel Mayette, qui a été un énorme succès populaire, mais un succès classique, à évidemment la revendication d'un certain nombre de comédiens qui étaient à l'intérieur, dont Éric Roeuf, qui est devenu l'administrateur, qui voulait qu'on fasse des choses un peu plus contemporaines. Donc il y a un enjeu interne qui est clair dans cette histoire-là. Ils ont commencé par le studio. Peut-être que si ça marche, ils feront des choses différentes sur la grande scène. Mais vous vouliez dire... Oui, puis ça reproduit une ambiance de studio avec, c'est un véritable acteur, si j'ai bien compris, qui était en régie et pas simplement une voix. Il y a vraiment quelqu'un qui est derrière, mais on ne le voit pas, le public ne le voit pas puisqu'il est derrière. Mais ce que je trouve que ça va au-delà du rock, en tout cas dans l'idée qui est défendue. Et c'est ça qui est véritablement génial, c'est qu'avec un projet comme celui-là, et puisque Jeanne l'a vu, elle nous dit en plus que c'est crédible. Elle nous a dit que c'était crédible. C'est qu'on assiste à un moment de création dans l'art. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'a jamais accès. C'est comme si vous pouviez suivre la réalisation d'un tableau en temps réel avec toutes les couches, avec les reprises, et puis on recommence, et puis on y va. Ou si vous lisiez un livre, mais avant ça, vous avez les 28 manuscrits qui ont précédé avec toutes les ratures et comment on arrive au final. Et ça, pouvoir pénétrer, pouvoir assister à un véritable acte de création artistique, en plus avec un morceau qui est devenu une pierre angulaire de l'histoire de la musique, du rock et du folk, c'est un moment qui est extraordinairement privilégié. Donc ça va presque au-delà du rock. On est vraiment dans de la culture, mais au sens XXL et historique. Et la démarche en soi, moi, me paraît totalement génial. Je me réjouis qu'un jour on prenne le bouquin qui a été fait sur Kind of Blue de Miles Davis, parce que cet enregistrement aussi a été documenté de la même manière, il y a tout, et qu'on raconte aussi, par exemple, cet enregistrement-là, puisque Kind of Blue en jazz a été l'équivalent peut-être de ce que Like a Rolling Stone a pu être dans le rock et le folk. Mais en même temps, c'est des moments qui sont difficiles, parce qu'on a rarement accès en tant que public à une documentation aussi approfondie d'un moment où quelque chose est en train de se créer. Et puis alors, j'avoue que je pose la question, j'ai l'impression aujourd'hui que la création, elle a changé aussi. Parce que l'enregistrement véritable, Yves, corrige-moi si je me trompe, il a duré nettement plus qu'une heure. Le spectacle a été ramené 1 heure, mais ça a duré beaucoup plus longtemps en studio. En fait, il y a 6 versions. On tâtonne autant aujourd'hui, on arrive avec des choses qui sont déjà plus léchées, plus finies. Non, je crois qu'on tâtonne toujours autant. Après, c'est les technologies qui ont évolué, mais le doute et les essais et les différentes pistes, je crois que ça perdurera toujours, quoi. Et effectivement, oui, il y a 6 versions vraiment jouées live, mais je crois qu'il y en a plus de 20 qui ont été jouées. Jeanne, est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous auriez envie justement d'occuper avec le nouvel album et vos musiciens des lieux comme ça, symboliques, comédie. Alors à l'opéra, il y a beaucoup de gens, Sinatra a joué à l'opéra, si ma mémoire est bonne, Julien Clerc a joué à l'opéra.
il y a beaucoup... Mais est-ce que vous, c'est une chose qui vous tente d'emmener Jouer dans des endroits qu'on dit atypiques ou des endroits qui ne sont pas forcément dédiés à la pop ou à la chanson, c'est hyper excitant, j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça déplace les codes, et c'est toujours bien. Mais l'excitation vient d'où? C'est-à-dire justement de la transgression elle-même ou de la satisfaction que justement qu'un art populaire soit consacré comme un art classique? C'est sûr que la chanson, moi je pratique la chanson, c'est un art qui est un petit peu, c'est un peu l'enfant pauvre, quoi. Et quand c'est mis en avant, je sais pas moi, dans une église ou dans un endroit comme ça un peu sacré ou un peu institutionnel, moi ça me fait toujours de l'effet, quoi. Tant mieux. L'album s'appelle Histoire de J. Pourquoi de J? De Jeanne. Éventuellement, ou de Jacques. On ne sait pas. Et Jacques n'est pas là. Si même vous, ne me dites rien. Le voici, cet album de Jeanne Chéral. Donc, merci mille fois, Jeanne, d'être venue nous voir. Merci pour votre invitation. D'avoir été donc découvrir ce spectacle. Je voudrais qu'on découvre l'interactivité qui concerne justement la Comédie Française et Dylan. À mon avis, ils vont le reprendre, ce spectacle. Parce que c'est souvent le cas à la Comédie Française. Ils testent et puis tout d'un coup, quand ils se rendent compte que ça marche, ils reprennent donc plus tard dans la saison. Un détour par les réseaux sociaux avec ce tweet de Stéphane, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle autour du texte de Dylan à la Comédie Française et qui n'ont pas assisté au concert du maître, entre guillemets, qui était de passage à Paris fin octobre. Il est toujours possible d'écouter le cultissing Like a Rolling Stone, ça c'est une évidence. Vous pouvez aller voir Dylan donc à Londres, Royal Albert Hall, parce que je crois qu'il y passe pendant assez longtemps. Si vous suivez bien évidemment l'émission 300 millions de critiques, vous laissez tout sur le compte Twitter de l'émission avec des messages, donc avec le hashtag 300 millions de critiques. Et puis vous retrouvez évidemment toutes les infos des spectacles et des disques ou des CD que nous vous proposons sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas donc de l'écran. Jeanne, est-ce que vous avez un coup de cœur cette semaine? Puisqu'on vous voit assez peu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous nous recommanderiez particulièrement? Un coup c'est pas qui vous a marqué ces derniers temps? Qu'est-ce qui m'a marqué? Le film de Samuel Benchetrit, que je suis allée voir à sa sortie. Et qui m'a transportée. J'ai vécu avec. Après, pendant une semaine, je n'arrêtais pas d'y penser. Il y avait des scènes qui me revenaient. Qui s'appelle Asphalt. Et c'est vraiment un film magnifique, poétique. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Tant mieux. Mathieu, je regarde Michel et je dis Mathieu. Oui, mais c'est presque la même chose. C'est normal. On a un peu les mains avec Mathieu, juste l'accent qui diffère. C'est mon décalage qui... je ne sais pas lequel déteint sur l'autre. Michel. Par osmose. Alors, très rapidement, puisqu'on a parlé de culture, moi je vous propose de revenir sur l'anniversaire des 30 ans du Centre culturel suisse, ici à Paris, qui a organisé tout un tas d'événements pour fêter cet anniversaire, avec pas mal d'artistes qui sont présents quelques jours, une semaine ou plus ou moins, qui donnent des colloques, qui donnent des expos. On peut notamment y voir Foufa d'Immobilité pendant le mois de novembre. Il y a également Katia Schenker qui sera là. Il y a le photographe Urs Luthi qui va présenter 2-3 choses. Et puis, si vous voulez connaître tout le programme et vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris, vous pouvez aller sur le site internet, c'est www.ccsparis.ch. Pour rappeler l'adresse à Paris, alors, c'est dans le Marais, l'adresse, je ne sais plus. C'est Très bien. Pardon, rue des Francs-Bourgeois, absolument. C'est la Mademoiselle rue des Francs-Bourgeois Martin, la à Paris, coréenne, c'est dans le Marais. Merci. Yves. Mon coup de cœur, moi, je voulais amener en chair et en os. Merci. Voilà, c'est Jeanne Chéral, une remarquable musicienne, pianiste, mais pas seulement, auteur, compositeur, auteur pour beaucoup d'autres artistes, en plus de ses chansons remarquables, dont 3 chansons sur le nouvel album de Johnny Hallyday. Voilà. Et qui est bien connu au Québec aussi. Histoire. Et vous êtes venu souvent. Je vous ai vu à Tadoussac en 2003. Vous étiez Révélation là-bas. Vous étiez mon coup de cœur cette année-là aussi. Et cette année maintenant. Mathieu, votre coup de cœur, c'est? En fait, c'est un coup de cœur de langue. En fait, c'est un professeur de l'Université de Montréal. Non, quoique, il n'est pas loin. Benoît Melançon, qui est professeur d'études littéraires à l'Université de Montréal, qui est un passionné du bon parler français. Et vous savez, ça revient constamment, nous, dans l'actualité au Québec, et en général dans la francophonie, parce que c'est une langue, évidemment, qui n'est pas dominante aujourd'hui. Les anglicismes, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on intègre des nouveaux mots dans notre langue? Et lui, donc, s'en prend, parce que vous savez, on a une élite intellectuelle, en fait, une certaine élite intellectuelle au Québec qui, elle, ne peut pas souffrir d'un seul mot anglais dans le vocabulaire. Et lui, il dit,
attention, il faut pas tirer la sonnette d'alarme. Le français est encore très vivant. Au Québec, il l'est, même en intégrant des mots anglais. Et il s'en prend une espèce, il appelle ça le lutétiocentrisme, donc le centrisme de Lutèce. Montrez votre petit livre. Et donc, il a, si vous ne... Oui, c'est Lutèce, qui est très belle. On aime ça être centré sur Lutèce parfois. Et il a un blog, je vous le recommande, ce blog-là, il s'appelle « L'oreille tendue », où on peut le lire. Et ça, donc, c'est un résumé des billets de son blog qui traite de ça avec quelques ajouts. Vraiment quelque chose de très chouette. Et je pourrais peut-être lire un petit extrait. Non. C'est très... Non, on n'a même pas le temps? On n'a pas le temps? Parfait. Lisez ça. Le niveau baisse. Non, en fait, Non, mais je ne suis pas là, je ne suis pas l'incarnation de la censure, mais vous comprenez qu'il faut respecter. Le temps baisse le aussi. temps de C'est le temps, la censure. Regardez, Estelle. Il a essayé de me piquer mon coup de cœur. Pas du tout. Il n'a pas essayé. Je suis votre porte-drapeau. Alors allez-y, ma chère Estelle. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est Bob Dylan, la totale, les 492 chansons expliquées. J'ai eu la chance de voir Dylan en concert, donc j'ai pu préparer cette soirée mythique, car ça a été une soirée mythique, grâce à cette somme. Donc vous voyez, c'est bien épais. Et justement, ils reviennent sur chaque chanson, ils expliquent la genèse, alors aussi bien au point de vue du texte, car Dylan c'est un poète, mais aussi au point de vue musical. Et il y a des anecdotes pour les Dylan addicts, mais pas seulement. Par exemple, on apprend que le manuscrit original de Like a Rolling Stone a été vendu à $2 millions, si je ne m'abuse. Si vous vous abusez. Je m'abuse. Voilà, donc c'est aux éditions Duchesne et je pense que je vais l'offrir à Guillaume. Donc voilà. Mais c'est une très belle. Si vous faites ça, c'est une très belle somme. Vous sur reviendrez la Bob semaine Dylan. prochaine. Merci mille fois. Donc, aux éditions Duchesne. Moi, je suis obligé de faire court puisque je termine. Il s'appelle Gérard Tracandi, il est peintre, il est marseillais, il fait de la peinture abstraite. C'est à la galerie Laurent Godin à Paris, pas très loin du centre Pompidou, et c'est probablement dans la tradition des grands peintres américains abstraits, Barnett Newman, Jackson Pollock ou Rothko, une interprétation française et marseillaise magnifique, lumineuse. Ciao, la semaine prochaine. Même si tu ne dis rien quand on ferme les yeux, si tu ôtes ta main de mes cheveux, si tu ne m'écris pas quand je te manque quelques heures, si tu ris quand je crois toucher ton cœur, même si tu